Maseret Ktubot, Daf Chav Dalet 24. Nous commençons Daf Chav Gimel Amud Bet à la Mishnah, 8 lignes avant la fin. Vechen Shne Anashim, Ze Omer Kohen Ani, Ze Omer Kohen Ani. Donc à la suite de la Mishnah précédente, où nous avons vu que deux femmes qui avaient été prises en captivité, une dit « J'ai été prise en captivité, je suis Théora, je n'ai pas été touchée par un non-juif. » Et mon amie aussi, celle qui était avec moi, n'a pas été touchée par un non-juif. Et l'autre femme dit la même chose, je n'ai pas été, mon ami non plus. Nous avons vu que dans ce cas-là, chacune peut témoigner sur son ami, puisque les Chachamim ont accepté le témoignage d'une femme. Dans le cas de Shvuya, c'est-à-dire d'une femme qui a été prise en captivité, on peut accepter le témoignage d'un témoin, même si c'est une femme, pour permettre cette Shvuya, cette jeune fille qui avait été prise en captivité, pour donc témoigner, être sûr qu'elle n'a pas été touchée par un non-juif et qu'elle est toujours permise à un Kohen. Là, la Gemara continue avec toujours la même sougya où une personne va témoigner sur une autre. Vechen, nous dit la Mishnah de même, Shne Anashim, deux personnes. Ze Omer Kohen Ani, ve Ze Omer Kohen Ani. L'un dit je suis Kohen, l'autre dit je suis Kohen. Et la Nemanim, on ne les croit pas. On ne peut pas par sa simple parole, par son propre témoignage, le considérer comme un Kohen et lui donner de la terouma. La terouma n'était consommée que par le Kohen. Si un Israël mange de la terouma, le Israël est chayav mita. Donc un homme vient, se présente à nous et nous dit je suis Kohen, on ne le croit pas, on ne peut pas lui donner de la terouma. Mais si l'un témoigne pour l'autre, l'un dit je suis Kohen, mon ami est Kohen. Et inversement aussi, quand on dit je suis Kohen, mon ami est Kohen, là on les croit. On les croit et on pourra leur donner de la terouma, puisqu'il y a un témoin sur l'autre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord et nous dit En ma'anim la keuna al pi yed echad. On ne peut pas faire monter une personne au statut de Kohen sur le témoignage d'un témoin. Et Rashi rajoute et nous dit que même dans le cas où on ne craint pas ce que nous allons voir dans la Sugia, c'est-à-dire Gomlin, c'est-à-dire lorsqu'une personne dit « je suis Kohen et mon ami aussi est Kohen ». On dirait qu'il a un intérêt à témoigner sur son ami, peut-être pour que son ami témoigne aussi pour lui. Nous verrons dans la Gemara un autre cas, est-ce que Choshishim les Gomlin ou pas. Donc Rashi précise, même dans le cas où on ne craint pas les Gomlin, c'est-à-dire il y a une seule personne qui vient dire, Réhouven vient dire sur Shimon qu'il est Kohen, d'après Rabbi Yehuda, puisque ce n'est qu'un seul témoin, on ne peut pas lui donner le statut de Kohen, bien que d'après Tanakama, c'était suffisant. Et donc à plus forte raison, nous dit Rashi, dans le cas de la Mishnah, où l'un témoigne pour l'autre, que là, on va dire que d'après Rabbi Yehuda, c'est sûr qu'on n'écoute pas le témoignage d'un témoin, puisqu'on dirait ici qu'il avait un intérêt, il voulait témoigner sur son ami, pour son ami témoigne pour lui. Amar Rabbi Lazar ajoute et nous dit Matai bimkom sheyesh orerim. C'est-à-dire quand est-ce qu'on ne croit pas un seul témoin, c'est lorsqu'il y a des orerim. C'est-à-dire il y a orerim, une rumeur, un réveil. C'est-à-dire on dit sur cet homme-là qu'il n'est pas Kohen. Donc si on vient témoigner, dire il est Kohen, là effectivement le témoignage d'une seule personne n'est pas suffisant. Mais s'il n'y a pas de orerim, c'est-à-dire personne ne se prononce pour dire qu'il n'est pas Kohen, et qu'il y a un témoin qui vient dire il est Kohen, là on acceptera le témoignage de ce témoin. C'est vrai que Rabbi Lazar ici reprend l'avis de Tanakama qui nous dit qu'on peut croire un témoin, mais Rashi rajoute et nous dit c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de gomlin, c'est-à-dire lorsque l'un ne témoigne pas pour l'autre. Et donc nous avons une marloquette ici, 3 Tanaïm, d'après Tanakama, lorsque une personne vient dire mon ami est Kohen, on le croit, même si ce n'est qu'un seul témoin, et on pourra donner à cette personne-là de la terouma. Donc Réhouven vient témoigner sur Shimon, que Shimon est Kohen, on pourra donner de la terouma à Shimon. Même si on peut craindre Gomlin, c'est-à-dire même si Réhouven témoigne sur Shimon et Shimon sur Réhouven, donc on pourrait dire ils se sont donné le mot pour que chacun puisse témoigner sur l'autre,
D'après Tanakama, puisqu'il y a un témoin, c'est suffisant. Et on ne craint pas qu'il y ait ici une ruse que l'un témoigne pour l'autre. D'après Rabbi Yehuda, qu'il y ait Gomlin ou qu'il n'y ait pas Gomlin, c'est-à-dire même si c'est une seule personne, Reuven, qui vient se présenter et dire Shimon et Cohen, ce n'est pas suffisant, on ne croit pas Reuven, donc Shimon n'a pas le statut de Cohen. Et d'après Rabbi Elazar, lorsque une personne vient dire, donc Reuven vient dire que Shimon est Cohen, on va croire Reuven seulement dans le cas où Shimon ne témoigne pas à son tour sur Reuven. Donc Rabbi Elazar accepte le témoignage d'un témoin, comme Tanakama, mais pas dans le cas où l'un témoigne pour l'autre. Rabban Shimon Gamliel Omer Mishum Rabbi Shimon ben Hasegan Ma'alim la Keuna al pied d'Echad. Après Rabban Shimon Gamliel, au nom de Rabbi Shimon ben Hasegan, on peut donner à une personne le statut d'un Kohen sur le témoignage d'un seul témoin. Nous verrons dans la Gemara, nous préciser ici Rashi, quel est le rajout ici de Rabban Shimon Gamliel, en quoi Rabban Shimon Gamliel est en machloket avec l'avis qui a été rapporté plus haut de Rabbi Elazar. La Gemara va reprendre tout d'abord toutes les Mishnayot que nous avons vues. La Gemara demande Kol Hané Lamali. Pourquoi le Tana dans Masechet Ketubot nous a enseigné un cas après l'autre du din de Hapeh She'asar Hapeh She'itir. Et la Gemara va nous expliquer Tzriché, nous avons besoin de tous ces cas-là. Dei Tana Modé Rabbi Yehoshua. Si on nous avait enseigné le premier din, on appelait le premier din que Rabbi Yehoshua était d'accord, lorsqu'un homme vient dire à son ami, ce champ appartenait à ton père, mais je l'ai acheté de ton père, que on le croit puisqu'il a Hapeh She'asar ou Hapeh She'itir, c'est lui qui est venu apporter ce renseignement que le terrain appartenait au père de cet homme-là, et lui-même dit qu'il l'a acheté. Donc là, on a vu le principe de Hapeh She'asar ou Hapeh She'itir. Si je n'avais eu que ce principe-là, j'aurais pu dire Mishum Dika Drara de Mamona. Parce qu'étant donné que là, il y a une perte d'argent. C'est-à-dire Shimon se dirige vers Reuven et lui dit ce champ appartenait à ton père. Ce champ aujourd'hui est dans les mains de Shimon. Shimon, si il s'arrête là, il dit ce champ appartenait à ton père, il doit le remettre à Reuven, il va perdre de l'argent. Donc certainement que lorsque Shimon a commencé à dire ce champ appartenait à ton père, c'était pour terminer, mais je l'ai acheté de ton père. Donc là, peut-être qu'effectivement j'accepte le principe de Hapeh She'asar Hapeh She'itir, puisqu'il y a une perte d'argent, je suis sûr que Shimon voulait terminer sa phrase. Aval est dit, mais pour des témoins, comme nous l'avons vu, des témoins qui ont dit ça c'est notre signature. Mais nous étions Anoussim, nous avons été forcés ou nous étions mineurs moins de 13 ans. La délai cadrera des mamona, les témoins ne perdent rien par leur premier témoignage. Donc peut-être Imalo, peut-être qu'on ne dira pas le principe de Hapeh She'asar ou Hapeh She'itir, puisque peut-être, comme nous dit Rashi, lorsqu'ils ont commencé à dire c'est notre signature, ils ne voulaient pas terminer Anoussim Aïnou, et puis ensuite, ils ont changé d'avis, ils ont dit, tiens, on va rajouter, on va dire Anoussim Aïnou, donc peut-être qu'on ne devrait pas les croire. Ce n'est pas comme le premier cas, où lorsque Shimon se prononce, c'est sûr qu'il va terminer, mais je l'ai acheté de ton père. Donc ça faisait partie d'une seule phrase. Ce terrain appartenait à ton père, et je l'ai acheté à ton père. Mais pour les témoins, peut-être que les témoins ont rajouté, mais nous étions forcés, donc peut-être que là on ne dira pas Hapeh She'asar Hapeh She'itir. Donc le Tana nous dit que même dans ce cas-là, on dit Hapeh She'asar. Oui, Tana est dit. Et si on nous avait enseigné ce din-là, que les témoins ont dit Hapeh She'asar Hapeh She'itir, j'aurais pu dire Mishum Dele Alma. Étant donné que cette deuxième parole, lorsque les témoins vont dire mais nous étions Ktanim ou nous avons été forcés, ce n'est pas pour eux, c'est pour ou le propriétaire du terrain dans un cas de vente, ou pour celui qui, en faveur de celui qui a donc emprunté dans le shtar. Et donc c'est pour cela que je vais appliquer le din de Hapeh She'asar Hapeh She'itir. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas vrai, un homme ne va pas changer d'avis pour un autre, ne va pas au milieu de sa phrase changer pour quelqu'un d'autre. Aval Yudele Nafshe, mais dans le cas de Rabbi Yehoshua, le premier cas, lorsque Shimon se dirige vers Reuven et lui dit ce champ appartenait à ton père, mais je le lui ai acheté, et peut-être que là, étant donné que cette deuxième parole concerne Shimon lui-même, peut-être que la Shimon l'a rajouté et que ça ne faisait pas partie de ce qu'il voulait dire au début, donc peut-être que là je ne dirais pas Hapeh She'asar Hapeh She'itir. Donc la Mishnah nous dit Kamashmalan, donc Imalo, j'aurais pu penser que non, Kamashmalan, que même dans ce cas-là on dit Hapeh She'asar Hapeh She'itir. Et si on avait eu ces deux enseignements, donc le din de Rabbi Yehoshua lorsqu'un homme dit
ce champ appartenait à ton père, mais je te l'ai acheté. Et le deuxième din, qui est, les témoins ont témoigné, c'est notre shtar, c'est notre signature, mais nous avons été forcés. Là, j'aurais pu dire qu'effectivement, il y a péché sera péché tir. Pourquoi Mishum de mamona, parce que c'est une question d'argent. Donc peut-être que pour les questions d'argent, les Chachamim ont accepté le principe de la péché sera péché tir. C'est lui qui apporte le premier enseignement, dire le première information, le premier enseignement, c'est lui qui continue. Aval Eshetish de Isura, mais dans le cas de Eshetish, c'est-à-dire d'une femme mariée, comme nous l'avons vu lorsqu'une femme dit j'étais femme mariée mais j'ai divorcé, ou là des Isura, c'est une question de Issour, de permettre une femme qui était femme mariée, Imalo, peut-être qu'on ne dira pas Apesha Sara Peshetir, donc là aussi le Tana nous dit, on dira malgré tout Apesha Sara Peshetir. Alors la Gemara termine, Nishbeti Veteorani, le dernier cas de Apesha Sara. Lorsqu'une femme dit, j'ai été prise en captivité, mais je suis pure, je n'ai pas été touchée par un non-juif, je peux me marier avec un Kohen. La Mali, pourquoi m'enseigner que dans ce cas-là on dira Apesha Sara Peshetir? Je peux le déduire des autres cas, c'est un cas de Issour, comme Eshetish. L'Agma répond, étant donné que le Tana de la Mishnah voulait nous enseigner que si elle s'est remariée, si elle s'est mariée avec un Kohen, et que ensuite les témoins sont venus, et donc lorsque les témoins sont venus, les témoins lui ont enlevé rétroactivement le péché assar qu'elle avait, malgré tout, on dira qu'Arezelotetsi, elle ne sort pas de ce mariage, si elle s'est mariée avec un Kohen. Donc il y a un chidouche pour nous dire que bien que maintenant elle a perdu le Hapesh Asar Apeshitir, elle reste chez le Kohen. Voici le chidouche de cette dernière Mishnah. Nishbeti Viteorani, c'est vrai que le Tana n'avait pas besoin de me l'enseigner pour le dire le Hapesh Asar Apeshitir, parce que ça je le détiens du cas précédent, je peux le déduire du cas précédent. Mais pour ce chidouche, que si elle s'est remariée, ou si elle s'est mariée avec un Kohen et que des témoins sont venus, bien qu'elle a perdu son Hapesh Asar, elle n'a pas besoin de sortir l'Otetse de ce deuxième mariage. Ça c'est un chidouche, c'est pour cela que le Tana nous a enseigné les Jbeti et Torah. Mais la Gemara poursuit, nous dit, vous vous rappelez, nous avons vu une machloquette. Est-ce que Imishenisset Baouedim se rapporte sur Nishbeti et Teorani, c'est-à-dire seulement sur le din de Shuvouya, parce que les Khamim ont été mekil, ont été indulgents puisque ce n'était qu'un chashash, ou même sur le din de Eshetish. Et donc nous dit la Gemara, Ani Chalema de Matne Asefa. Ceci est valable d'après celui qui enseigne ce Imishenisset seulement sur le dernier cas de Nishbeti et Teorani, mais il ne s'applique pas dans le cas du Neshetish. Donc puisqu'il n'a pas été dit dans le cas du Neshetish, c'est pour cela que le Tana a besoin de répéter Nishbeti et Teorani pour nous enseigner ce din-là que Bedi Avad, si elle s'est mariée, elle ne sortira pas de ce mariage avec ce Kohen. Et ça, je ne pouvais pas l'apprendre du din de Eshetish, puisque Eshetish, si elle se remarie, qu'ensuite les témoins lui enlèvent le Apesha Asa Apeshitir, elle devra quitter ce deuxième mari. Donc il y a un chidouche de nous l'enseigner dans Nishbeti et Teora. Et l'allemand de maintenant la Recha, mais d'après celui qui l'enseigne sur la Recha, c'est-à-dire même sur le din de Eshetish, et à plus forte raison, comme nous l'avons vu dans le din de Nishbeti et Teora, donc Maïka Lemema, pourquoi ai-je besoin de répéter Nishbeti et Teorani? Si c'est pour le din de Apesha Sara Peshitir, ça je le sais déjà du din de Eshetish. Si c'est pour cette phrase, ce rajout, que si elle s'est mariée avec un Kohen et que des témoins sont venus, elle n'a pas besoin de sortir, ça je l'ai déjà appris d'après ce mandamar sur le din de Eshetish. Donc à plus forte raison sur le din d'une Shvouya, où là les Khamim ont été mekil. Donc tout le din de Nishbeti et Teora est en plus. La Gemara répond, il n'est pas en trop. Puisqu'on a voulu nous enseigner le din des deux femmes qui ont été prises en captivité, pour nous dire que si une témoigne pour l'autre, on les croit. Puisqu'on croit une femme lorsqu'elle va témoigner sur l'autre. Alors la Gemara continue, Veshte Nashim Shinishbu la Mali. Et quel est le chidouche de Shte Nashim Shinishbu, qu'on croit une femme? Lorsqu'une femme dit que telle personne n'avait pas été touchée par un non-juif, est-ce qu'il y a là un chidouche? Nous savons que les Chachamim ont fait confiance à un seul témoin, même si c'est un esclave ou une servante, comme le rappelle ici Tosfot de la Gemara d'Afravzaïn que nous verrons Bezrat Hashem. Donc pourquoi ai-je besoin de cette Mishnah? La Gemara répond, j'aurais pu croire que lorsque une témoigne pour l'autre, et que, donc on va dire, nous avons Rachel et Léa, Rachel témoigne pour Léa, mais ensuite Léa va témoigner pour Rachel, on pourrait peut-être craindre que c'est ici Gomlin, c'est-à-dire témoigne pour moi, je témoignerai pour toi. Et donc peut-être qu'on ne devrait croire ni l'une ni l'autre, Kamash Malan,
qu'on va les croire. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah, qu'on ne craint pas les Gomlim. Alors la Gemara continue, et là nous revenons à notre Mishnah, Vechen Shnei Anashim, la Mishnah de deux Kohanim. Shimon témoigne pour Rouven, et Rouven témoigne pour Shimon, l'Amali. Quel est le chidouche? Pourquoi ai-je besoin de me l'enseigner? Puisque nous savons qu'un homme peut témoigner sur son prochain, dire qu'il est Kohen, qu'on ne craint pas les Gomlin, c'est-à-dire on ne craint pas que l'un ait dit témoigne pour moi et moi je témoignerai pour toi. Ça nous l'avons déjà vu, nous l'apprenons du dîn des deux femmes qui avaient été prises en captivité. Donc quel est le chidouche des deux hommes? Et la Gemara termine, Mishum de Kabbalimikne Pluktadri Abudav Rabbanan. C'est vrai qu'il n'y a pas de chidouche sur le dîn lui-même, mais le chidouche c'est sur la marloquette de Rabbi Yehuda et de Chachamim que la Mishnah a développé. Maintenant nous allons reprendre une braïta, nous allons nous concentrer sur le dîn du Kohen. Tanu Rabbanan. Ani Kohen v'chaveri Kohen. Un homme dit je suis Kohen et mon ami Reuven est aussi Kohen. Ne'eman la'achilo bitrouma. Tanakama de la braïta nous dit, le premier Tana, le Chamim nous disent, on lui fait confiance, Reuven qui témoigne sur lui-même et sur Shimon, on fait confiance à Reuven et Shimon pourra manger de la terouma. Ve'eno ne'eman le'asiu isha. Mais attention, le témoignage de Reuven n'est pas suffisant pour permettre à Shimon d'épouser une femme. C'est-à-dire, que signifie d'épouser une femme? Rashi nous dit, on ne peut pas lui permettre d'épouser une femme meyur chesed, c'est-à-dire une femme qui est de lignée. Quelle est l'interdiction? Pourquoi on ne peut pas lui permettre? Donc les Rishonim m'expliquent, d'après Rashi, comme dit ici Tosfot, on pourrait croire, on pourrait craindre que cet homme-là, ce Shimon, est peut-être un mamzer ou un natin, puisqu'il n'y a pas de témoignage sur lui. C'est-à-dire pour les Yochassin, pour le mariage, c'est vrai que on considère Shimon pour la terouma comme Kohen, mais pas pour le mariage. Donc pour le mariage, peut-être que c'est un mamzer, un natin, et donc on ne devrait pas lui permettre d'épouser une bat Israël. Mais d'autres Rishonim posent la question que nous avons vue dans d'autres Gemarot, qu'une femme n'a pas besoin de vérifier avant de se marier. Donc l'explication qu'on donne d'après Rashi, comme dit d'autres Rishonim, c'est que si une femme est meyur chesed, c'est-à-dire elle a une lignée et elle peut se marier avec un Kohen, si cette femme se marie avec ce Shimon, qui est, d'après les dires de Reuven, aussi un Kohen, cette femme-là a maintenant un safek, un doute, peut-être qu'elle épouse un halal, c'est-à-dire un Kohen qui a perdu sa keuna, ou un pasoul, et que cette femme-là, si demain son mari, donc ce Shimon, décède, elle ne pourra pas se marier elle avec un Kohen. Elle va perdre son statut de meyur chesed, de femme de lignée. Hachiyu shalosh, il faut 3 personnes. Lorsque j'ai 3 personnes, et que, on va dire Reuven, Shimon et Lévi, Reuven témoigne pour lui-même aussi pour Shimon et Lévi, qui sont tous Kohanim. Shimon témoigne pour lui-même aussi pour Reuven et Lévi témoigne pour lui-même aussi pour Reuven et Shimon. Donc nous avons sur chacun 2 témoins. Hachiyu shalosh, et que donc Shnaim meidim al ze ve Shnaim meidim al ze, que 2 témoignent sur l'un et 2 témoignent sur l'un. Donc d'après Tanakama, lorsque Reuven témoigne pour Shimon, et Reuven nous dit que Shimon est Kohen, on pourra lui donner à Shimon de la terouma, mais il ne pourra pas avoir le statut pour le mariage d'un Kohen. Il faut qu'il y ait 2 témoins. Rabbi Yehuda Omer, afenoneman lachilo betrouma atshu shlosha. Rabbi Yehuda ne dit pas seulement pour le mariage, mais même pour la terouma, s'il n'y a que un seul témoin, c'est pas suffisant pour lui faire manger de la terouma. Il faut qu'il y ait 3 personnes, et donc Shnaim meidim al ze, Shnaim meidim al ze, que 2 témoignent pour l'un, 2 témoignent pour l'autre. Comment comprendre cette marloquette ici entre Rabbi Yehuda et les Chachamim et Tanakama? Leur marloquette, c'est dans le cas où Reuven dit sur Shimon, il est Kohen. Est-ce qu'on peut donner de la terouma à Shimon ou est-ce qu'on ne peut pas donner de la terouma à Shimon? Donc n'oublions pas, la terouma, c'est le prélèvement sur une récolte qui a poussé en Eretz Israël, qui a été donnée à un Kohen, et que uniquement le Kohen peut consommer en état de pureté. Si un Israël mange de la terouma, il est chayav mita. Est-ce qu'on pourra donner à cette personne-là de la terouma ou pas? D'après Chachamim, oui, d'après Rabbi Yehuda, non. Quelle est la marloquette? L'Agma nous dit les mêmes bras. On n'a qu'à expliquer que leur marloquette, c'est que Rabbi Yehuda chayish les gomlin. D'après Rabbi Yehuda, on craint gomlin. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda se dit, si l'un témoigne pour l'autre, et donc inversement, Reuven témoigne pour Shimon et Shimon pour Reuven, donc on craint qu'ils se sont donné le mot, l'un dit témoigne pour moi, je témoignerai en ta faveur. Donc c'est pour cela qu'on ne les croit pas.
Verabanan, l'oraïché des Gomlim. Et on va dire que d'après le Chachamim, pourquoi on croit Réhouven lorsqu'il témoigne sur Shimon? C'est que d'après le Chachamim, on ne craint pas que Réhouven va témoigner à faux pour que Shimon à son tour témoigne en sa faveur. Si c'est vraiment ça la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, nous disons pourtant, nous avons dans une Mishnah où nous voyons le contraire des Tnan, Achamarim, Shenichnesule, Chamarim, sont des gens qui transportent de la récolte sur des ânes, qui vont d'un endroit à l'autre pour vendre et faire des bénéfices d'un endroit moins cher vers un endroit où on va vendre plus cher. Et l'un d'entre eux, des deux Chamarim, des deux marchands, dit Sheli Chadash, Shel Chaveri Yashan. Ma récolte à moi, ce que j'apporte est Chadash, est nouvelle. C'est-à-dire, nous dit Rashi, elle est nouvelle et elle est encore humide, elle n'est pas très bonne. Alors que la récolte de mon ami, c'est Yashan, c'est du vieux, c'est une bonne récolte. Sheli Enome Tukan. Ma récolte à moi, je n'ai pas prélevé le maaser. Mais Shel Chaveri Metukan. Mais la récolte de mon ami, lui, il a prélevé le maaser. Et non Neyman. On ne le croit pas pour son ami. Rashi nous dit, étant donné que ce sont deux Amaratzim, nous avons une règle qu'un Amaretz, on ne le croit pas pour le Maaser, pour la Terouma. Donc même s'il témoigne sur quelqu'un d'autre, on ne peut pas le croire. Donc ça, c'est la raison des Chachamim. Même dans le cas où il va dire que sa récolte à lui n'est pas bonne, mais que la récolte de son ami est bonne, a été prélevée, malgré tout, on ne le croit pas puisque c'est un Amaretz. Et Rabbi Yehuda nous dit, Neyman, après Rabbi Yehuda, on le croit pour son ami. Donc là, on voit que les Chachamim nous disaient non Neyman. Pourquoi? Parce que je crains que dans cette ville, l'un témoigne pour l'autre. L'un dit non, ma récolte elle n'est pas bonne, achetez chez lui. Et dans l'autre ville, ils vont faire le contraire. Et ainsi, lorsque nous avons une personne qui vient vendre et qui dit non, n'achetez pas chez moi, achetez chez l'autre, on va plus facilement acheter chez l'autre. On va dire tiens, effectivement, si lui-même avoue que sa récolte n'est pas bonne et que celle de son ami est meilleure, donc on va aller acheter chez lui, mais en vérité c'est peut-être une ruse et ils vont se dire, dans une ville c'est l'un qui dit pour l'autre, dans une autre c'est le contraire. Donc on voit que d'après les Chachamim, et non Neyman, parce qu'on craint Gomlin et Rabbi Yehuda, Neyman c'est qu'on ne craint pas que l'un va témoigner à faux pour que son ami lui rende l'appareil dans une autre ville. Donc c'est contradictoire puisque là nous voulons expliquer notre marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, c'est ce qu'on craint les Gomlin, d'après notre explication. Ici nous avons, c'est le contraire. Eh bien, Amar Avada Barav, Amara Mochlefet Ashita, il suffit d'inverser les Chachamim et Rabbi Yehuda. Et si tu inverses, donc on va maintenir que d'après Rabbi Yehuda et non Neyman, parce qu'on craint un Gomlin, et d'après les Chachamim, on ne craint pas Gomlin. Ça c'est une réponse. Abaye Amar L'Olam Lotipoch, Abaye donne notre réponse. En vérité, on n'a pas besoin d'inverser. Seulement, il y a une différence, Bedmaï et Kilou. Dire dans le deuxième cas, dans la Mishnah des Chamarim, des deux marchands, étant donné que c'est une récolte de Dmaï, l'un dit j'ai prélevé la Terouma, lui a prélevé, moi j'ai pas prélevé, c'est une récolte de Dmaï. Pourquoi? Puisque ce sont des ignorants, des Amaratzim, qui viennent vendre, et nous avons une règle que Rov Ameharetz Maasri, même que la majorité des Amaratzim, des ignorants, faisaient tous les prélèvements. C'était juste une Khumra mais des Rabbanan, lorsqu'on ne sait pas si les prélèvements ont été faits ou pas, qu'il faut les refaire. Il faut les faire, si ça n'a pas été fait. Mais disons que ce n'est que Midé Rabbanan, puisqu'il y a un Rov et donc Minatora, on n'a pas besoin de prélever. Donc puisque ce n'est que Midé Rabbanan, les Chamim m'ont dit, tu peux croire. Lorsque l'un témoigne en faveur de son ami, bien que généralement, d'après Rabbi Yehuda, on craint que Gomlin, l'un va témoigner pour l'autre dans cette ville et l'autre témoignera pour lui dans une autre ville, mais ici, puisque c'est Dmaï, les Chamim ont été Mekil. Ça, c'est la réponse de Abaye. Amar Rava, mais Rava s'étonne, et Rava dit, même si tu réussis à répondre la question sur Rabbi Yehuda, que chez nous, dans le Tanoura Banan du Kohen, on voit que d'après Rabbi Yehuda, l'un n'est pas cru pour permettre à l'autre de manger de la terouma parce qu'on craint le principe de Gomlin. C'est vrai que là-bas, nous avons vu que Rabbi Yehuda dit Neyman pour les deux marchands, parce que, comme tu l'as expliqué, Bidma Yikilou, et donc on ne craint pas qu'il y ait Gomlin. Mais malgré tout, il reste une contradiction des Chachamim, puisque dans le cas du Kohen, les Chachamim nous disent qu'on le croit, donc on ne craint pas Gomlin. Et là, dans les Chamarim, les Chachamim craignent que l'un témoigne en faveur de l'autre, ici, et inversement dans une autre ville. Donc, Amar Avad Rabuda Kasha de Rabbanan lo Kashia, dire tu n'avais juste une question que sur Rabbi Yehuda, mais pas sur les Chachamim. Et là, de Rabuda lo Kasha Greshanina, alors Ava reprend. Effectivement. Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, la contradiction, c'est pas une question, on va répondre que les Shanan. C'est vrai qu'en général, Rabbi Yehuda craint que l'un peut témoigner en faveur de l'autre pour que dans une autre ville ce soit le contraire.
Mais dans le cas de Chamarim, pourquoi lorsque l'un dit ma récolte n'a pas été Meuseret, on n'a pas prélevé le maaser, mais celle de mon ami on a prélevé, pourquoi on le croit? Parce que Bidma et les Chamim ont été Mekil. Maintenant, comment comprendre des Rabbanan et des Rabbanan? Après tout, nous avons une contradiction. Chez nous, lorsque l'un dit je suis Cohen et mon ami est Cohen, les Chamim disent qu'on peut le croire pour son ami et il pourra manger de la terouma. Donc on ne craint pas que l'un témoigne en faveur. Donc l'un, Réhouven, en faveur de Shimon, pour qu'ensuite Shimon en faveur de Réhouven. Et pourtant, dans le cas des Chamarim, on voit que les Chachamim disent que Enoneman, peut-être que lui témoigne ici, dans une autre ville, c'est son ami qui témoignera pour lui. Donc là, Gemara répond, des Rabbanan lokasha. La contradiction de Rabbanan n'en est pas une. Pourquoi? Comme l'a expliqué Rabbi Chama Baroukba, comme nous allons le voir tout de suite, on parle dans le cas où l'ustensile de son manuto, c'est-à-dire de l'artisan, est dans ses mains. Et donc là aussi, on expliquera c'est-à-dire que celui qui amène la récolte ici avait dans sa main un ustensile pour aussi mesurer, des ustensiles de mesure, et que généralement, nous dit Rashi, si quelqu'un venait juste pour mettre de côté, il n'apportait pas les ustensiles pour vendre. Donc s'il a dans ses mains un keli pour vendre, Rashi nous dit par exemple machak chez mochakim bamida, c'est-à-dire lorsqu'il y avait une mida, en général lorsqu'on versait par exemple de la farine, il y avait un surplus qu'il fallait enlever à une sorte de machak, dire un keli pour enlever, pour lisser le keli. Donc s'il a cela dans les mains, on voit qu'il vient vendre. Donc puisqu'on voit qu'il vient vendre, et que lui-même dit que sa récolte à lui n'est pas bonne, mais celle de son ami est meilleure, donc là, c'est pour cela que les Chachamim pensent qu'il y a la crainte que c'est Gomlin, parce qu'on voit qu'il vient vendre. Donc s'il vient vendre, pourquoi il dit que sa récolte n'est pas bonne? C'est que ici, il veut qu'on achète la récolte de son ami pour qu'ailleurs on achète sa récolte à lui. Et donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, on craint les gomlins seulement dans ce cas-là, étant donné qu'on voit qu'il veut vendre. Et donc de dire, ma récolte, je n'ai pas prélevé le maaser, mais celle de mon ami, on a prélevé le maaser, on voit bien que c'est une ruse pour son ami, disent la même chose ailleurs. C'est comme cet enseignement de Rabbi Chama Baroukba, et l'Agma nous dit, Vechitma de Rabbi Chama Baroukba, où est-ce que Rabbi Chama Baroukba a dit cet enseignement? A dit sur cette Mishnah dans Taharot, c'est marqué à Kadar, Shinir Kederota, Viara Dishtot Mem Nayor. Un Kadar, c'est-à-dire un homme qui fabriquait, un potier qui fabriquait des marmites, en terre cuite bien sûr. Lui est un chaver, il fait attention à tout ce qui est pureté et impureté. Il a laissé ses marmites pour aller boire. Lorsqu'il revient, nous avons la Mishnah qui nous dit Apnimiot Teorot, c'est-à-dire les marmites qui sont vers l'intérieur de son magasin sont pures, mais celles qui sont extérieures sont impures. Pourtant, en Vatania, nous avons une braïta qui dit Eluvelut Meot. Les unes comme les autres sont impures. Donc comment comprendre? Amar Rabbi Chame Baroukba, et là Rabbi Chame Baroukba a dit Beshekeli umanuto beyado. Tout dépend. Ça dépend du contexte. Lorsque Keli umanuto beyado, c'est-à-dire lorsqu'il a dans ses mains les ustensiles de fabrication, donc on voit bien qu'il est là pour tout vendre, là effectivement, on va considérer que tout est impur. Pourquoi? Parce que la main de tous se promène dans toutes les marmites, puisqu'on voit que cet homme-là est venu pour vendre toutes ces marmites. Donc il vend toutes ces marmites. Donc ceux qui vont venir choisir vont regarder les marmites de l'intérieur comme les marmites de l'extérieur. Et peut-être qu'un homme impur est venu toucher et a rendu impur les marmites. Donc tout est impur. Pourtant, nous avons une braïta qui dit que les marmites à l'intérieur et à l'extérieur, elles sont toutes pures. Donc, on parle lorsqu'il n'a pas son keli ou manout biyado, il n'a pas ses ustensiles dans ses mains, si on peut dire. Et donc, là, on ne voit pas que c'est pour vendre. Et donc, les gens ne vont pas toucher ces marmites, ni celles qui sont à l'intérieur, ni celles qui sont à l'extérieur, donc vers l'extérieur de son magasin. Donc, si c'est ainsi, la Mishnah dans Tarot qui nous dit que les marmites intérieures sont pures et extérieures sont impures, puis là on parle dans un autre cas, on parle des smicha des reshut harabim, lorsqu'un homme a laissé ses marmites proches du domaine public, mais c'est à cause des gens qui vont frotter les bords du reshut harabim, comme nous dit Rashi,
à l'époque, pour ne pas que les charrettes et les chevaux, les vaches qui marchaient dans la rue abîment et frottent les murs qui se trouvaient sur les bords de la rue. Ils avaient l'habitude de mettre des poteaux ou des grosses pierres, faire une sorte de trottoir entre les maisons, entre la rue et ce qu'on mettait à côté. Et donc dans le cas où un homme a posé ses marmites juste à côté de ces pierres et de ces poteaux, étant donné que ces pierres, ces poteaux vont retrécir le domaine public, donc les gens vont marcher en frottant les bords, peut-être que quelqu'un qui était impur et avait un habit impur a marché le long de ces poteaux, de ces pierres, donc juste à côté de ces marmites, et peut-être que le bas de son habit est rentré à l'intérieur du kéli et l'a rendu impur, donc c'est pour cela que ce qui est à l'extérieur, qui est sur le bord de la route, est impur, étant donné qu'il gêne le passage, donc peut-être qu'un vêtement est rentré à l'intérieur, mais ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire les cruches qui sont vers l'intérieur, où là, on sait bien que personne n'est rentré, là, ça reste pur. En tout cas, nous avons juste expliqué, rapporté ce dîne de Raprama Baroukba, que lorsqu'on voit Keli ou Manuto Beyado, le dîne est différent, donc chez nous aussi, on a voulu répondre à la question. Donc nous avons dans le dîne de Cohen, lorsqu'un homme dit « je suis Cohen, mon ami est Cohen », d'après les Chachamim, on croit Réhouven lorsqu'il témoigne sur Shimon, et Shimon pourra manger de la terouma. Et on ne craint pas que Réhouven témoigne pour Shimon et Shimon pour Réhouven. Rabbi Yehuda nous dit que non, on ne peut pas croire Réhouven pour Shimon. La Gemara avait objecté à poser la question, mais pourtant nous avons une Mishnah à propos des marchands, lorsque l'un dit « ça ma récolte n'est pas Meuseret, mais celle de mon ami, on a prélevé Trumot ou Masrot ». Donc là nous avons une marloquette, d'après les Chamim, on ne les croit pas, on ne le croit pas, puisque peut-être qu'aujourd'hui, lui témoigne pour son ami, mais dans une autre vie, c'est son ami qui témoignera pour lui, donc Hashinan et Gomlin, et Rabbi Yehuda nous dit qu'on le croit. Donc nous avons répondu que Rabbi Yehuda en général craint ce principe de Gomlin, donc c'est pour cela que lorsqu'un homme dit « je suis Cohen, mon ami est Cohen », on ne les croit pas, puisque l'un veut témoigner pour l'autre. Et pourquoi dans les deux marchands on les croit? C'est parce qu'il s'agit ici de Dmaï et que les Chamim ont été mékides, puisqu'il n'y a qu'un doute, midi Rabanan, est-ce qu'on a prélevé les Maasrot ou pas. Concernant les Chachamim, comment répondre à la contradiction, puisque dans le dîme de Cohen, on voit que les Chachamim nous disent qu'on croit Réhouven sur Shimon, et Shimon pourra manger de la terouma, on ne craint pas qu'il y ait ici Gomlin, bien que dans les Chamarim, dans les marchands, d'après les Chachamim, on ne peut pas croire l'un pour l'autre, parce que peut-être dans une autre ville, c'est l'autre qui va témoigner pour le premier. Eh bien là, la Gemara a répondu, parce qu'on parle Keli Manuto Beyado, c'est-à-dire les deux qui sont venus vendre, avaient des ustensiles, c'est-à-dire on voit qu'ils sont venus vendre, donc pourquoi il dit que sa récolte n'est pas bonne, c'est pas dans ses habitudes, c'est pour qu'aujourd'hui, on achète la récolte de son ami, et que demain, ça soit sa récolte à lui qu'on achète. Ça, c'est une réponse. L'Agma nous donne maintenant une autre réponse. L'Agma reprend. En vérité, la marloquette, à propos de Réhouven et Shimon, lorsque Réhouven dit « je suis Cohen, mon ami est Cohen », pourquoi d'après les Chachamim on le croit, il pourra manger de la terouma et d'après Rabbi Yehuda il ne pourra pas? Ce n'est pas une question de Gomlin ou pas, et donc il n'y a pas de contradiction avec le din de Chamarim des marchands. Alors quelle est la raison de Chachamim et de Rabbi Yehuda? Eh bien leur marloquette c'est est-ce que Ma'alim mitrouma le yorsim, c'est-à-dire si on voit un homme manger de la terouma, est-ce qu'on va le considérer comme Cohen même pour tout ce qui concerne les mariages? Eh bien d'après Rabbi Yehuda, qui nous a dit Enoneman la chilo bitrouma. Parce que, d'après Rabbi Yehuda, si tu lui permets de manger de la terouma, on va lui donner un statut de Kohen, même pour le mariage. Et donc c'est pour cela qu'on va lui interdire de manger de la terouma. Mais pour les chachamim, il pourra manger de la terouma, parce que même si on le voit manger de la terouma, on sait faire la différence entre ce qui est terouma et pour le mariage. On va lui donner un statut de Kohen pour la terouma, mais peut-être pas pour le mariage. Iba Ilehulagma pose une question. Maoula alot mishtarot li yorsim. Est-ce que, si nous avons un shtar où c'est marqué dedans un tel Cohen, est-ce qu'on peut le considérer comme Cohen aussi pour tout ce qui est question de mariage? Demande l'Agma Echidame, de quel cas il s'agit? Si c'est un homme qui témoigne, et dans sa signature c'est marqué « Je suis un tel Cohen ». Donc là, la question est de savoir, puisqu'il témoigne sur lui-même qu'il est Cohen, peut-être qu'il sera Cohen aussi pour les mariages. Demande l'Agma
Man Kamasid, il l'avait, mais qui est-ce qui témoigne sur lui? Qui est-ce qui témoigne que lui est Cohen? C'est lui qui dit qu'il est Cohen. Donc c'est comme si un homme vient dire je suis Cohen, nous avons vu qu'on ne le croit pas, même pour Teruma. L'Agma nous dit l'Otsricha dirtivbe, et on parle dans le cas où c'est marqué Ani ploni Cohen evitimani mi ploni. Moi, un tel Cohen, j'ai emprunté un mané d'un tel, vechatimu saade, et des témoins ont signé. Donc la question qui se pose c'est maï. Amane shebishta kamesade ou dima kula milta kamesade. Est-ce que les témoins, lorsqu'ils vont témoigner, ils témoignent juste qu'il y a eu un prêt, ou ils témoignent aussi qu'un tel est Cohen? Est-ce qu'ils ont vérifié sur tous les points qu'il est aussi Cohen? C'est ça la question de la Gemara. Eh bien, c'est une marloquette. Ravuna vrafrizda, Khadamar Ma'alim, Khadamar En Ma'alim. L'un dit que si c'est marqué dans un shtar et signé par deux témoins, donc on voit qu'il est Cohen, pour le mariage, on le considère comme Cohen, et d'après l'autre nom, En Ma'alim, on ne le considère pas comme Cohen, même si c'est marqué et qu'il y a deux témoins qui ont signé, puisque les témoins ne témoignent pas qu'il est Cohen, ils témoignent juste qu'il y a eu un prêt. Tosfot soulève une question intéressante, puisque nous avons une Gemara à la fin de Masechet Baba Batra, où la Gemara nous dit que lorsqu'il y a deux Yosef ben Shimon dans une ville, eh bien si les grands-parents portent des noms différents, donc on va marquer Yosef ben Shimon ben David, et pour l'autre on marquera Yosef ben Shimon ben Reuven. Mais dans le cas où ils portent les deux Yosef ben Shimon, ils portent aussi, ils ont le même nom du grand-père, donc la Gemara nous dit, mais si un est Cohen, on marquera Cohen. Alors demande Tosfot, d'après la Gemara ici, nous voyons, c'est d'ailleurs la halakha que les témoins ne témoignent pas sur la personne, mais témoignent sur ce qui s'est passé. Donc lorsque nous avons Yosef ben Shimon, qui n'est pas Cohen, qui emprunte de l'argent à David, il va marquer, moi Yosef ben Shimon le Cohen, j'emprunte de l'argent à David. Les témoins ne vont pas faire attention, et donc ce Yosef ben Shimon, qui n'est pas Cohen, va emprunter de l'argent, et c'est l'autre Yosef ben Shimon le Cohen qui va payer. Donc qu'est-ce que la Gemara a gagné de dire qu'on va marquer Cohen? Tosfot répond qu'effectivement, dans le cas où il y a dans la même ville deux Yosef ben Shimon, là les témoins, lorsqu'ils vont signer, ils vont faire attention que ce soit bien ce Yosef ben Shimon le Cohen ou celui qui n'est pas Cohen, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. On continue. Donc nous avons vu, tout d'abord la Gemara a voulu dire une première marloquette, si on voit un Cohen manger de la terouma, est-ce que on pourra considérer cet homme-là comme Cohen, même pour tout ce qui concerne les mariages des Yochassim? Donc la Gemara a voulu dire que c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, s'il mange de la terouma, on le considérera comme Cohen pour les mariages. D'après les Chachamim, on ne le considérera pas. La Gemara a posé une question, si c'est marqué dans un shtar, moi un tel, fils d'un tel, le Cohen, j'ai emprunté et que les témoins ont signé, est-ce qu'on peut le considérer comme Cohen pour tout ce qui est question de mariage? Et là aussi nous avons une marloquette entre Avuna et Rafrizda. Une autre shela, lorsqu'on voit un Cohen faire birkat Kohanim, est-ce qu'on peut dire que c'est un Cohen pour tout ce qui est mariage, comme nous l'avons vu, pour lui donner une fille Meyou Chesed, qui est de lignée ou pas? Alors la Gemara nous dit, tu peux te poser la question d'après celui qui dit que si on voit un Cohen manger de la terouma, on le considère comme Cohen pour le mariage, et même d'après le Mandama qui dit on ne le considère pas comme Cohen pour le mariage, on pourra ici se poser la question. Pourquoi? Tu peux te poser la question d'après le Mandamar Ma'ali, c'est-à-dire d'après le Mandama, que si tu vois un homme manger de la terouma, tu considères qu'il est Cohen même pour le mariage. Tu peux te poser la question et dire, ah, Némi les terouma d'avon mitaï, c'est peut-être seulement lorsque tu te vois manger de la terouma, parce que s'il n'est pas Cohen, il ne va pas manger de la terouma, puisqu'il est chayav mita. Donc là, tu peux être sûr qu'il est Cohen. Avan les siout kapaim d'Issourase, mais les siout kapaim faire birkat Kohanim. Même s'il n'est pas Cohen, quelle est la transgression? Juste il transgresse un assez de la Torah. La Torah dit aux Kohanim de bénir le peuple d'Israël, pas un Israël. Donc si tu vois un homme faire birkat Kohanim, il n'y a pas une preuve aussi forte qu'il est Cohen, puisque peut-être qu'il a transgressé un assez. Donc peut-être que là, pour tout ce qui est question de mariage, je ne considère pas qu'en Cohen. Ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Et tu peux te poser la question, tu peux te poser la question d'après le Mandamar En Ma'alim,
que si tu le vois manger de la terouma, tu ne le considères pas comme Kohen. Je pourrais dire, c'est vrai, anémile terouma, de metachle betsina. Peut-être que la terouma, étant donné que ça se mange discrètement en cachette. Donc là, hein, tu peux dire, il n'est pas Kohen, il mange de la terouma. Donc je ne vais pas le considérer comme Kohen pour le mariage. Aval nesiut kapai, de befarasia, mais faire birkat kohanim, c'est devant tout le monde. Il a Kohen ou kula, il marti finish nafshe. Peut-être que tu peux dire que si vraiment il n'était pas Kohen, personne, un homme n'oserait pas aller faire birkat kohanim s'il n'est pas Kohen. Donc si tu le vois faire birkat kohanim, c'est une preuve qu'il est Kohen. Et donc tu pourras le considérer comme Kohen même pour le mariage. Au dit Maloshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Et la Gemara nous dit que là aussi nous avons une marloquette, Rafrizad Ravavina, Chadamar Malim, Chadamar Malim. L'un dit Malim, l'autre dit En Malim. Donc lorsque nous avons un Kohen qui fait birkat kohanim, est-ce qu'on peut être sûr qu'il est Kohen pour tout ce qui est mariage? C'est une marloquette. Amarle Rav Nachman bar Yitzhak le Rava. Rav Nachman bar Yitzhak pose la question à Rava, cette même question, Maolalot Nesiot Kapayim Leorsin, est-ce que si on voit un Kohen faire birkat kohanim, est-ce qu'on peut le considérer comme Kohen pour question de mariage? Amarle, il lui a dit Plukta de Rafrizda et Rav Avina, c'est une marloquette entre Rafrizda et Rabbi Avina. Il chetama, il lui demande mais l'alacha c'est comme lui. Amarle, il lui a dit Ana matnite yadana, moi je connais une Mishnah. De cette Mishnah, tu pourras déduire la halakha de Tanya, c'est marqué. Et là, la Gemara va nous expliquer, nous rapporter cette Mishnah. Et nous allons donc continuer, puisque c'est une longue preuve qui se terminera sur une quinzaine de lignes d'Afrafé au Tashma. Donc nous allons étudier la preuve. Donc la question qui se pose, c'est si on voit un Kohen faire birkat kohanim, est-ce qu'on peut être sûr qu'il est Kohen pour aussi tout ce qui est question de mariage? Alors nous apportons une preuve. Nous allons d'abord étudier la Braïta et voir quelle est la preuve. Détania. Rabbi Yossé nous dit que de la Chazaka. Le principe de Chazaka, c'est un principe qui est très fort. Lorsqu'une personne a une présomption, jusqu'à présent, il se conduisait ainsi, on lui dit, on va, en cas de doute, on va dire certainement que son statut c'est comme ce qu'il était jusqu'à présent. Comme nous l'avons vu plusieurs fois, une femme a une chazaka de Eshetish, jusqu'à présent elle était femme mariée, j'ai un doute, est-ce qu'elle est divorcée ou pas, mais je dis garde la chazaka. De même pour l'impureté, personne n'était pure, tu ne sais pas si elle est devenue impure, dis garde la chazaka. Mais Rabbi Yossé nous dit la chazaka c'est quelque chose de très fort. Le Bedin ne peut pas faire sortir quelque chose de sa chazaka. Chez Nehemar, comme on le voit à propos des Kohanim, nous avons un pasouk dans Ezra. Et parmi les enfants des Kohanim, Bene Chovaya, Bene Akod, Bene Barzilai. Donc ces familles de Kohanim, Ashalakach, Mpenot, Barzilai, Giladi, qui a pris des filles de Benot, de Barzilai, Giladi, Isha, Vaikara al-Shemam, il les a appelés, Vaikara al-Shemam, sur leur nom, le nom de ces jeunes. Elle Bikshu Ktavam. Nous dit le pasouk, ces Kohanim ont recherché Ktavam. C'est-à-dire, Rashi nous dit, étant donné qu'il y avait des Kohanim qui s'étaient mariés en exil avec les peuples de la terre et qui ont eu des enfants, donc ils ont un statut de Chalalim. Donc ceux qui sont nés en Galout, en exil, puisque c'était à l'époque ici du deuxième Beth Amikdash, au début après l'exil des 70 ans de Babel, il fallait apporter une preuve pour pouvoir servir dans le deuxième Beth Amikdash qu'ils étaient bien des Kohanim de lignée. Eh bien, Bikshuk Tavam, Amitiachsim Velonim Tseu. Ils ont cherché leur arbre généalogique pour apporter une preuve qu'ils étaient bien Kohanim, qu'ils étaient Kshérim, et ils n'ont pas trouvé. Vaigoalu mina Keuna, ils ont été rejetés de la Keuna. Vayomer Atir Shata, et Atir Shata, c'est Nehemia ben Chachlia a dit Asher lo yochlu mikodesh hakodashim adamot kohen laurim ultumim. Ils ne mangeront pas de kodesh hakodashim. Nous allons voir de quoi il s'agit, jusqu'à ce que le kohen se lève les urim vetumim pour urim vetumim. Rashi nous explique, c'est comme une expression, comme un homme qui dit jusqu'à la venue du Mashiach, puisque les urim vetumim ne se trouvaient pas au temps du deuxième Beth Amikdash, ils avaient été cachés à la fin du premier Beth Amikdash, ils avaient été perdus pour le deuxième Beth Amikdash. Donc c'est comme s'il dit, vous ne pourrez pas manger des Kodesh HaKodashim jusqu'à la venue du Mashiach, de Urim et Tumim, où on sera sûr, pourra vérifier est-ce que vous êtes des Kohanim Kshérim ou pas. Amar Lahem, et donc là, Gma nous explique, Nehemia leur a dit, Areatem Becheskatechem. C'est-à-dire, vous aujourd'hui les Kohanim, vous ne pouvez pas servir dans le Beth Amikdash, vous allez garder votre Hazaka. Quand vous étiez en Galout, vous vous considériez comme Kohen. Que signifiait dans la Galout d'être Kohen? Qu'est-ce que vous mangez en Galout? Bekotche Agvul, vous mangez, n'est-ce pas, de la terouma,
puisqu'il n'y avait pas de korbanot en dehors d'Eretz Israël, en dehors du Beth Amikdash. Donc ce qu'ils pouvaient manger, c'était au maximum de la terouma, qu'on pouvait manger en dehors du Beth Amikdash, en dehors de Yerushalayim. Donc Afkan Bekotchak, vous là aussi Nechemia leur a dit, vous ne pouvez pas servir au Beth Amikdash, mais vous pouvez continuer à manger de la terouma. Et donc là, la Gemara nous dit, Vi salkadatar ma'alim nisut kapaim liyorsim. Mais si tu dis que si on voit un Kohen faire Birkat Kohanim, on peut le considérer comme Kohen, même le Yochassim, pour tout ce qui est mariage et lui donner un statut de vrai Kohen, eh bien ces hommes-là, étant donné que ils faisaient Birkat Kohanim, puisque la Birkat Kohanim, ils ne se sont pas arrêtés pendant les 70 ans de Galout. Donc, ils pouvaient par la suite même continuer à faire Birkat Kohanim. Donc Rashi rajoute et nous dit, puisque Rabbi Yossé a dit grand et la chazaka, c'est-à-dire que tout ce que ces Kohanim avaient gardé pendant les 70 ans d'exil, ils pouvaient continuer et maintenir en tant que Kohen. Même si je ne savais pas, j'avais un point d'interrogation pour être sûr qu'ils étaient bien des Kohanim, qu'ils ne s'étaient pas mariés avec des femmes interdites. Donc, ils pouvaient manger de la terouma, ils pouvaient faire Birkat Kohanim, mais si tu vois ces Kohanim là faire Birkat Kohanim, et qu'en les voyant faire Birkat Kohanim, tu vas les considérer comme Kohanim même pour les Yochassim, alors nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on a gagné ici? Qu'est-ce qu'on a gagné de les laisser et de leur interdire de servir au Beth Amikdash, puisqu'on va dire maintenant ce sont de véritables Kohanim? La Gemara nous dit ça, c'est pas une question. Pourquoi? Ici c'est différent, parce qu'ils n'ont pas une bonne chazaka, puisque après tout, le Beth Amikdash a été reconstruit. Donc, tous les Kohanim qui avaient une lignée où on était sûr qu'ils étaient de bons Kohanim, eux, on les voyait manger des korbanot. Et ces hommes-là, ces Kohanim, c'est vrai qu'on les voyait manger de la terouma, on les voyait faire Birkat Kohanim, mais on ne les voyait pas manger des korbanot. Eh bien là, on va faire la différence, on va dire, attention, ces Kohanim-là, on ne peut pas les considérer comme de vrais Kohanim, les Yochassim. La preuve, nous dit la Gemara, si tu ne dis pas ainsi. N'est-ce pas que nous venons de voir que ces Kohanim mangeaient de la terouma, même par la suite. Et pourtant, nous avons plus un Mandé Omar, qui nous a dit, nous avons un Mandé Omar, que si un Kohen mange de la terouma, on le considère comme Kohen pour les Yochassim, pour tout ce qui est question de mariage. Donc, puisqu'ils mangent de la terouma, ils vont aussi les considérer comme Kohanim. Et là, n'est-ce pas que tu vas être obligé d'expliquer, de dire, d'après ce Mandama, Mishum Derecheskayeu, étant donné qu'ils ne mangent pas de korbanot, donc même si on les voit manger de la terouma, on ne les considère pas comme de véritables kohanim, eh bien là aussi on dira que puisque on ne les voit pas manger de la terouma, même si on les voit faire birkat kohanim, on ne les considérera pas comme des kohanim, et donc la preuve est tombée. Donc la Gemara a voulu apporter, c'est ce que Rava a voulu répondre. Rava a voulu répondre à Rav Nachman bar Yitzhak en lui disant, j'ai une braïta. Dans la braïta, c'est marqué que d'après Rabbi Yossé, Gdola Chazaka, puisque ces Kohanim avaient gardé leur premier Chazaka et ils pouvaient continuer à faire Birkat Kohanim. Donc Rava a dit, si tu vois que ces Kohanim faisaient Birkat Kohanim, c'est que, lorsque je vois un Kohen faire Birkat Kohanim, je ne vais pas le considérer comme Kohen, parce que si je le considère comme Kohen, lorsqu'il continue à faire Birkat Kohanim, je vais le considérer comme les Yochassim, mais pourtant la Takana était, vous garderez ce que vous avez eu jusqu'à présent, mais pas plus. L'Agma a répondu, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Puisqu'on peut dire que les gens ne vont pas se tromper dans ce cas précis, étant donné que ces Kohanim ne mangeaient pas de korbanot. Alors demande l'Agmara, Velama Gdola Chazaka. Alors en quoi Gdola Chazaka? En quoi cette Chazaka est si grande? C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rabbi Yossé nous a dit, grande est la Chazaka. C'est-à-dire que tout ce que ces Kohanim avaient eu jusqu'à présent, ils vont garder. Mais si de toutes les manières, même en gardant ce qu'ils ont eu jusqu'à présent, puisqu'ils ne vont pas manger de Kodashim, donc je n'ai aucune crainte. Donc, pourquoi voudrait-on tout annuler? Et en quoi Rabbi Yossé vient nous apprendre, la Chazaka est très forte, les Khamim n'ont pas voulu annuler leur Birkat Kohanim et leur Terouma. Puisque de toute manière, même en mangeant de la terouma, même en faisant Birkat Kohanim, il n'y a aucun risque. Donc quel est le chidouche de Rabbi Yossi? Pourquoi leur enlever cela? Alors l'Agma répond, il y a quand même un chidouche. C'est que Mikara chol bitrouma de Rabanan, ashta chol bitrouma de Oraita.
Et jusqu'à présent, puisqu'ils étaient en galoute, il n'y avait que de la terouma midera banan. Mais la terouma minatora, qui se trouve en Eretz Israël, ça ils n'en avaient pas lorsqu'ils étaient en galoute. Ils n'avaient juste que sur les villes qui étaient proches d'Eretz Israël, il y avait une obligation de terouma midera banan. Mais en Eretz Israël, puisqu'il n'y avait pas encore de terouma minatora pendant la galoute, donc ils ne mangeaient pas de la terouma d'Oraita. Et maintenant, je vais leur permettre de manger de la terouma d'Oraita. Ça, c'est le chidouche de Rabbi aussi. C'est-à-dire, c'est vrai que ces Kohanim-là ne pouvaient pas manger de korbanot. Ils pouvaient manger de la terouma, mais pas seulement la terouma qu'ils ont mangé jusqu'à présent, mais même de la terouma minatora. Veiba et Tema, ou encore, nous dit la Gemara, on peut répondre qu'Ashtaname bitrouma de Rabbanan achul, bitrouma d'Oraita lo achul. On pourrait répondre à cette deuxième question que la Gemara avait posée, qui avait dit, mais si tu ne dis pas ainsi que Riech Eskai ou que la Chazaka est affaiblie parce qu'il ne mange pas de korbanot, comment vas-tu expliquer d'après le Mandéamar que si tu vois un Kohen manger de la terouma, on va le considérer comme Kohen? Là aussi, il mangeait de la terouma. Bien nous dit la Gemara, non. Il mangeait de la terouma que midera banan, pas de la terouma minatora. Et ce Mandéamar qui dit Rimaskim trouma li yorsin, c'est seulement de la terouma de Oraita. Mais de la terouma de Rabanan, l'omaskinan. Si on voit un Kohen manger de la terouma de Rabanan, comme par exemple nous dit Rashi, de la terouma de fruits, ou de la trouma de légumes, ce n'est que midera banan, puisque minatora c'est juste dagan tirosh veitzar, c'est-à-dire la récolte, la vigne et les olives. Donc puisque tu vas voir ce Kohen manger juste de la terouma midera banan, on ne va pas le considérer comme Kohen pour les mariages. Alors donc, la Gemara termine, Vela maïk de la chazaka. Alors en quoi la chazaka est tellement forte? Et que signifie, la question revient. Pourquoi que de la chazaka? Si de toutes les manières, lorsqu'ils étaient en exil, ils faisaient birkat kohanim. Et lorsqu'ils étaient en exil, ils mangeaient de la terouma des rabanan. Et que maintenant, lorsqu'ils sont revenus, ils vont manger que de la terouma des rabanan. Et que birkat kohanim. Mais ils ne mangeront pas de terouma d'oraita, ils ne mangeront pas de korbanot. Donc quel est le chidouche que grande est la chazaka? Puisque, même si on les laisse dans ce statut-là, il n'y a aucune crainte. La Gemara dit ici. Voici le chidouche. D'afal gavdi kal migdam mishum terouma d'oraita lo gazrinat. Et on aurait pu croire qu'on devrait faire une gzera et leur interdire de manger de la trouma des rabanan parce qu'ils risquent de manger de la trouma des oraita, eh bien ça c'est le chidouche de Rabbi Yossé. Non, grande est la chazaka, ceux qu'ils mangeaient jusqu'à présent, tu les laisses, ils continueront à manger. La Gemara juste termine sur ce dernier point, nous venons de dire qu'ils n'ont pas mangé de la trouma de oraita. Demande la Gemara trouma de oraita lo achul v'active, pourtant c'est marqué asher lo yochlu mikotche hakodashim, ils ne vont pas manger des kodesh hakodashim. Que signifie du kodesh hakodashim? C'est ce qui est kadosh du bet hamikdash. Mikodesh hakodashim ou de lo achul ha bitrouma de oraita achul. N'est-ce pas qu'on peut déduire ainsi de dire ils ne mangeaient pas de tout ce qui était korban, mais ils pouvaient manger de la terouma, même de la terouma minatora? L'Agma répond non. Achikama, voici ce que le pasuk a voulu dire. Que signifie vous ne mangerez pas mi kodesh hakodashim? C'est l'obémidé d'écrire kodesh, ni ce qui est appelé kodesh, et ni ce qui est appelé kodashim. Donc ni ce qui est appelé kodesh, c'est la terouma, dirti vichol zar lo yuchal kodesh. C'est un pasuk qui est marqué à propos de la terouma, tout étranger ne mangera pas de terouma qui est appelé kodesh. Et aussi, velo b'midé d'écrire kodashim, ne mangerait pas ce qui est kodashim, c'est-à-dire les korbanot. Et même, Rashi nous dit, chazé veshok shel shlamim, même la part de shlamim qui était donnée au Kohen, que même les femmes des Kohanim, les esclaves des Kohanim pouvaient manger, ça aussi, vous ne mangerez pas, puisque c'est appelé kodashim dirtiv, comme on voit dans le pasuk, c'est appelé kodashim, puisque c'est marqué ou bat Kohen qui était l'Ijza, c'est-à-dire une fille Kohen qui était mariée à Israël, et vitrumat kodashim lotochal, c'est marqué qu'elle ne mangera plus de Troumat HaKodashim, et la Gemara avait expliqué, Marmar, que même cette femme-là, si c'était une fille Kohen qui s'était mariée à Israël et qui est devenue veuve et qui n'a pas d'enfant, elle pourra, comme l'avons vu dans Masechet Yevamot, revenir dans la maison de ses parents et manger de la terouma, mais elle ne mangera que de la terouma, mais elle ne mangera pas Betroumat HaKodashim, c'est-à-dire tout ce qui est korban. Et c'est ce que le pasuk a voulu dire. Dès qu'elle se marie, elle ne peut plus manger de korban à jamais, puisqu'elle s'est mariée à Israël. Même si son mari décède et qu'elle redevient fille Kohen, et donc elle mangera de la terouma, mais pas de ce qui est troumat hakodashim, donc de korbanot. Marmar bemuram min hakodashim notochal. Et nous avons expliqué, muram lakshim, c'est ce qui était prélevé des korbanot, donc chazé veshok, elle ne mangera pas. Donc en tout cas, nous voyons que qu'est-ce qui est appelé dans le lachon de la Torah Kodesh et Kodashim. Kodesh c'est terouma et Kodashim c'est korbanot. Donc le pasuk qui nous dit vous ne mangerez pas de Kodesh à Kodashim, il ne faut pas comprendre, vous ne mangerez pas de Korbanot, mais la Terouma vous pourrez manger, mais vous ne mangerez pas ni ce qui est appelé Kodesh, donc Terouma, ni ce qui est appelé Kodashim,
korbanot, vous ne mangerez que de la terouma midirabanan comme vous aviez l'habitude à l'époque, et birkat kohanim. Donc nous avons terminé cette preuve-là. Donc la Gemara, reprenons juste la preuve, la Gemara avait posé la question, Rav Nachman bar Yitzhak avait posé la question à Rava, est-ce que si on voit un Kohen faire birkat kohanim, on peut le considérer comme Kohen pour tout ce qui est mariage? Rava avait répondu, j'ai une braïta, puisque Rabbi Yossi avait dit, grande est la chazaka, et on avait vu que ces Kohanim, au temps du deuxième Beth Amikdash, qui n'avaient pas pu apporter leur lignée, prouver qu'ils étaient des Kohanim kshérim, pouvaient malgré tout manger de la terouma et faire birkat Kohanim. Et donc Rava dit, mais si ces Kohanim faisaient birkat Kohanim, et que tu dis qu'en faisant birkat Kohanim, on peut le considérer comme Kohen, donc là on devrait leur interdire de faire birkat Kohanim. L'Agma répond que là-bas c'est différent, étant donné qu'ils avaient une chazaka qui avait été affaiblie, puisque on voyait les autres Kohanim manger des korbanot et eux ne mangeaient pas de korbanot. La Gemara a voulu apporter une preuve que tu es obligé de dire que la chazaka était affaiblie. La preuve, c'est d'après le mandama que si tu vois un Kohen manger de la terouma, tu le considères comme Kohen pour le mariage. Et là, il mangeait de la terouma. Donc tu es obligé de dire que la chazaka avait été affaiblie parce qu'il ne mange pas de korbanot. Et sur cela, la Gemara a donné une autre explication. La Gemara a dit que peut-être que sur cela, nous n'avons pas de preuve de terouma parce que il mangeait que de la terouma midirabanan, mais pas de la terouma de oraita. Et celui qui dit que lorsque tu vois un Kohen manger de la terouma, tu peux le considérer comme Kohen pour le mariage, c'est de la terouma de oraita. Et donc, on n'a pas de preuve que la chazaka était affaiblie puisqu'il ne mangeait pas de terouma mina Torah. Mais en tout cas, la réponse de la Gemara est maintenue. Nous n'avons pas de preuve de Rabbi Yossi, puisqu'on peut dire que même si on voyait un Kohen faire birkat kohanim, on n'allait pas le considérer Kohen pour le mariage, puisqu'on voyait que par ailleurs il ne mangeait pas de korbanot, donc on voyait que sa chazaka était affaiblie. Mais c'est vrai que en général, lorsque tu vois un Kohen qui fait birkat kohanim, mais tu ne le vois pas ne pas manger des korbanot, peut-être que là tu pourras le considérer comme Kohen, même les yochassim. Donc nous allons nous arrêter ici, la Gemara apportera d'autres preuves. Merot halacha daf chavdalet, bien que la Torah nous a interdit de couper, donc de récolter le blé, ou de couper le raisin de sa vigne, l'interdiction n'est pas de couper pour manger, puisque la Torah nous a dit que pendant cette année on mangera les fruits de la terre. Mais la Torah vient nous interdire de couper d'une manière habituelle. C'est-à-dire si on coupe son champ, ou bien on vient récolter la vigne, mais pas pour manger, mais pour au contraire nettoyer ou pour permettre aux arbres de mieux se développer, là on transgresse le issur de la Torah. D'après certains, si on va récolter pour le champ ou pour les plants, nous avons une interdiction pendant la Shemitah de couper même ce qui a déjà poussé, qui est le fruit de la 6e année. Nous avons aussi un autre point, l'interdiction de couper et de récolter. Même lorsque nous voulons consommer et manger, la Torah nous dit qu'il faut le faire d'une manière inhabituelle, nous verrons avec un chinouille et pas en grande quantité.